Voilà, le professeur de Clemens Kappel est professeur à l'université. Professor Clemens Keppel is professor at the University of Copenhagen at the Department of Philosophy. He's in charge of the Social Epistemology Research Group and wrote many essays in epistemology, ethics, philosophy of social sciences, and we have the pleasure to listen to him talk about what to learn from disagreement. Merci, Madame le professeur. Je suis très heureux de prendre la parole à ce colloque. En fait, le titre semble peut-être un petit peu trop pompeux, mais je vais parler du désaccord. En fait, ça, c'est la question dont je vais parler. Ah, il faudrait éteindre certaines lumières pour voir l'écran. Merci. Donc, je vais discuter de savoir comment réviser nos croyances face au désaccord. Et notre discussion ce matin était surtout centrée sur le désaccord entre pairs. J'en parlerai, mais également de tous les désaccords. Je cherche à avoir une vision qui englobe tous les désaccords, parce qu'on peut ne pas être d'accord avec des pairs, mais avec des supérieurs, des inférieurs. On peut avoir un désaccord un à un entre deux personnes, ou une personne contre plusieurs, contre un groupe. Donc il y a toutes ces questions. Donc on ne peut pas toujours extrapoler une vue sur le désaccord entre pairs à tous les désaccords. Et autre chose, je crois qu'il y a des questions de structure ou d'architecture d'un désaccord, quel qu'il soit, qui influe sur la façon dont on doit réagir. Donc, voilà l'argument. C'est une façon simple de décrire la chose, et il y a d'autres questions qui conduisent à toutes ces visions, ces vues un petit peu sophistiquées que l'on voit en fait sur le marché. Donc je crois également, comme David, que dans le cas du désaccord, vous devez un peu réduire votre niveau de confiance dans vos croyances lorsque vous apprenez que quelqu'un désaccord. Mais parfois, vous devez rester ferme sur vos opinions, même si ferme sur ses positions. Donc, en fait, ce que je vais présenter et défendre, ce n'est ni le conciliationnisme, ni le non-conciliationnisme, mais parfois, il y a d'autres détails à prendre en compte. Et je propose également une version restreinte du principe d'indépendance tel qu'il a été présenté par David Christensen, mais motivé par autre chose. Nonobstant, je vais défendre la vision selon laquelle je suis assez d'accord avec David Christensen, mais pour toutes les raisons que l'on verra plus tard, il vaut peut-être mieux dire que c'est une vision, n'est pas une forme de conciliationnisme au niveau de base, que cette vue soit conciliationniste ou ne dépende pas d'autres facteurs. Donc alors nous allons parler du plan. D'abord, rationalité interne, rejet des sources de non-conciliationnisme. Et en fait, on peut parfois être biaisé ne pas être objectif quant au principe de ses pairs. Et ensuite, je distinguerai deux types de désaccords, local et complet.
Donc, ça, c'est une assumption, une affirmation assez décisive. Ce qui nous intéresse, c'est ce que l'on pourrait appeler la rationalité épistémique interne. Donc, étant donné mes conceptions, comment est-ce que, étant donné mes croyances accessibles réflectivement et ce qu'il me semble d'un point de vue intellectuel et perceptuel, comment réviser mon état doxastique sur une question particulière et comment prendre conscience d'un désaccord sur une question. En fait, cela dépend de ce qui est accessible à moi sur le plan interne. Donc, cela dépend de ce qui m'est accessible par la réflexion. Donc, enfin, ce n'est pas pour nier qu'il y a des questions philosophiques intéressantes sur le fait de savoir que je suis rationnel ou irrationnel d'une certaine façon, en continuant à croire, à avoir une croyance de fait externe. Le fait qu'une croyance soit formée de fiation fiable et appuyée, que la croyance dans laquelle je crois ne soit pas juste en vertu de ce qui se passe pour une force probative objective de l'évidence disponible. Donc en fait, là, j'essaye de me concentrer sur un cas particulier. Mais en fait, dans les cas réels de désaccord, l'information sur ces faits extérieurs ne nous est pas disponible. Ou alors, ils sont simplement soumis à discussion ou contestés comme la proposition avec laquelle nous ne sommes pas d'accord. Donc en fait, il y a un sens que si je ne peux pas consulter ces questions lorsque j'essaye de me faire une opinion sur ce que je dois croire. Donc, lorsque je suis dans une situation de désaccord, je dois me restreindre en fait à ce qui, dans un certain sens, m'est disponible sur le plan réflectif. Donc, primairement, les croyances que j'ai ou que je peux former immédiatement, de même que ce qui me semble sur le point intellectuel et perceptuel. Et en fait, je pars du principe que c'est une fonction de ce qui m'est accessible de façon interne. Donc, en fait, ce que cette sorte de question nous fournit, du moins, ça nous donne du moins une justification partielle du fait de se concentrer sur une rationalité épistémique interne dans la discussion sur l'épistémologie du désaccord. Je veux également mentionner que le fait de se concentrer sur la rationalité épistémique interne peut entraîner un pluralisme au sujet de la rationalité épistémique, ce que je ne trouve pas non plausible. Donc la discussion en fait est au-delà de l'objet de cette communication. Donc, certaines caractéristiques de la rationalité épistémique interne. La rationalité interne peut être considérée en fait comme un processus itéral et interal de donnant pour ces raisons. Donc c'est un phénomène avec lequel nous sommes assez familiarisés. Je me demande, est-ce que vraiment P. Je peux même me demander si je peux me poser cette question lorsque je crois par antécédent que P. Je peux essayer de répondre à cette question en examinant les preuves, les evidences qui me sont disponibles, c'est-à-dire que je peux essayer d'activer les croyances de même que les sensations ou les intellectuelles et
et perceptuelle que j'ai et qui me semble pertinente vis-à-vis de cette question, de savoir si P. Et parfois, je peux compter en faveur de P, d'autres parties des preuves pour P, etc., etc. Donc, en fait, j'essaye de voir le tableau d'ensemble et j'essaye de me former une opinion sur la façon dont je dois considérer P. Est-ce que je dois croire P en totalité ou partiellement? Bien sûr, si je me demande vraiment est-ce que P, je ne peux pas répondre à cette question sans me référer à ma croyance antécédente que P, en partant du principe que j'ai eu cette croyance. Ce serait une erreur de rationalité interne. Mais j'ai d'autres croyances indépendantes Q qui, en fait, présuppose que P, qui présuppose P ou qui constitue une preuve de P. Cela peut contribuer à faire croire que P. Mais si Q se révèle faux, adopter B sur cette base n'est peut-être pas forcément un défaut de rationalité interne, mais en fait, il y a ce sens interne, cette compréhension que je fais ce qu'il faut, Donc, si Q donne la preuve ou l'évidence de P par un schéma exotique assez peu évident de raisonnement qui est au-delà du raisonnement que la plupart des gens peuvent attendre de façon ordinaire, en ne réalisant pas P, on croit que Q n'est pas un échec de notre rationalité interne. Donc, de la même façon, je considère que la rationalité interne ne demande pas que l'on raisonne de toute façon avec les normes objectives de croyance. Une norme objective d'état de croyance qui donne un corps de preuve ou d'évidence à eux et une proposition peu qui accrédite de façon objective qu'un sujet devrait accorder la proposition que pi est n. Alors, naturellement, la notion de rationalité Internet n'a pas à être définie. En fait, je sais que cela a été défini. Comme je l'ai dit, j'ai dit que c'est en fait une pensée subjective que ce qui est rationnel, mais ce n'est pas totalement subjectif. Ça n'est pas complètement subjectif. Une notion subjective de rationalité tiendrait que il n'y a pas de rupture de la rationalité dans la mesure où on se conforme aux normes de la rationalité épistémique que l'on voit. Mais être rationnel de façon interne dans ce sens auquel je pense requiert que l'on raisonne en accord avec certaines normes de base, même si l'on ne les accepte pas de façon implicite ou même si l'on les réfute de façon explicite. Alors, je vais me concentrer sur cette notion un peu confuse de rationalité, et donc je mettrai de côté les justifications du conciliationnisme qui font appel aux normes externes de rationalité ou aux justificateurs, aux raisons de justification extérieure des croyances. Comme je l'ai dit, je crois que ces questions philosophiques intéressantes sont très intéressantes, mais je crois également qu'il y a une question naturelle pour ce qui est du désaccord qui concerne la rationalité interne. Alors,
il y a donc ce que dit Wedgwood. Ça a été proposé aussi par Richard Foley et Ralph. En fait, on semble avoir plus de confiance dans ses propres vues que celle de ses contradicteurs au cours d'un désaccord. Alors, ce que je vais dire là dépend de trois autres hypothèses sur la rationalité interne. Et je voudrais avoir en fait un argument qui me serve de fil pour cela, mais je vais simplement les citer parce que je pense qu'il y a là une possibilité intuitive et il faut bien voir que si on l'a tel type d'hypothèse, eh bien, on a tel type de vue sur le désaccord. Alors, voilà les assumptions. Nous avons une permission épistémique par défaut, ou plus exactement une obligation de nous fonder sur un certain nombre de systèmes cognitifs, par exemple différents types de capacités interférentielles de base en matière de perception, mémoire, introspection, différentes capacités pour poser des jugements. Donc, en fait, lorsque je fais une faute de rationalité interne ou je peux également, si j'ai beaucoup d'arguments pour me dire que cette vision, que la vision perceptuelle de ces personnes est bonne, je peux dire qu'elles ne font pas de faute de rationalité interne. Mais si l'on a donc il y a deux types d'erreurs qui sont intéressantes. Donc, un système cognitif qui peut souffrir d'une malformation ou d'un mauvais fonctionnement intéral ou qui peut être utilisé dans des conditions inappropriées. Donc, cette théorie IR1, disant que nous avons une permission épistémique par défaut de faire confiance à la fiabilité de toute une série de systèmes cognitifs, ce qui inclut faire confiance à ce qui fonctionne correctement ou qui ne fonctionne pas en dehors de ses limites, eh bien, bien entendu, parfois la preuve ou l'évidence a suffisamment de poids pour nous demander de prendre en compte ces possibilités. Alors, donc, dans ce cas-là, il faut suspendre notre hypothèse par défaut. Et lorsque cela arrive, on ne peut plus se reposer sur M dans notre raisonnement. Ça, c'est IR3. Donc, alors, si nous conférons à ces assumptions la rationalité interne, la plupart des désaccords, et surtout entre pairs, nous entraînent vers une réduction de notre niveau de confiance ou même une suspension du jugement dans ces convictions controversées, parce qu'un désaccord connu peut être la preuve que quelque chose ne va pas lorsque la preuve est suffisamment forte pour que nous prenions cette possibilité en compte. Cependant, il y a une autre possibilité. Vous pouvez avoir un désaccord avec quelqu'un, mais la preuve n'est pas suffisamment forte n'a pas assez de poids pour que vous vous disiez que il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, vous allez tenir compte de cela pour estimer le crédit épistémique de votre contradicteur. Donc, en fait,
Je crois qu'on peut avoir une situation intuitive là-dessus. Et il peut y avoir des verdicts assez plausibles dans ces cas-là. Alors nous allons aller un peu plus loin. Alors, j'ai dit qu'un type de motivation à l'égard du non-conciliationnisme est externaliste en nature, au sens qu'il fait appel à des faits sur les processus par lesquels se forme la croyance qui sont externes. C'est-à-dire que je peux être amené à changer d'opinion si je rencontre quelqu'un qui a une autre opinion. Et j'ai dit que je voulais mettre cela de côté parce que cela n'est pas la rationalité interne épistémique dont je voulais parler. Mais il y a une autre pensée au sujet des vues non conciliationnistes qui, en fait, continuent à être prises en compte. Par exemple, Richard Foley disait que nous avons une raison essentielle de faire confiance à nos facilités cognitives, ce qui entraîne une raison prima facie de faire confiance aux capacités cognitives des autres, c'est-à-dire que, à cause de nos connaissances générales sur les autres, ce prima facie se voit réfuté, non pas parce que comme il disait, la crédibilité dans les opinions des autres est réfutée, non pas lorsque moi, je fais confiance à moi-même, qui fait confiance à moi-même, j'ai une opinion qui est en conflit avec eux, mais elle est réfutée parce que c'est fait parce que il y a quelque chose qui éclaire un jugement qui n'est pas exact. Donc, je suppose que si je juge que P, sur la base que P simplement me semble correct et que vous jugez que non P, parce que non P vous paraît correct, eh bien, j'ai la permission d'utiliser mes convictions que P pour en déduire que vous avez fait un jugement qui est erroné. Et dans ces cas-là, Foley semble penser que je suis fondé à penser que mes propres perceptions intellectuelles, que je suis fondé à tenir à mes propres perceptions intellectuelles et à ma croyance de P, si je considère que vous avez fait une erreur. Mais l'argument de Foley est peut-être trop rapide. Alors, voici une vision générale qui peut être intéressante pour nous dans notre discussion. C'est ce que j'appelle le biais centré sur l'agent. Dans un cas de désaccord, y compris les désaccords entre pairs, les agents sont autorisés épistémiquement parlant ou à être biaisés par rapport à leurs propres croyances ou envers la fiabilité de leur propre perception intellectuelle et perceptuelle lorsqu'ils évaluent les croyances et les perceptions intellectuelles de leurs contradicteurs. D'après le biais centré sur l'agent, j'ai la permission épistémique de ne pas être neutre. Alors, je suis autorisé épistémiquement à utiliser ma propre conception et d'avoir des préjugés vis-à-vis de celle-ci. Parce que c'est la mienne. Ça n'est pas, c'est pas seulement parce que c'est moi, mais j'ai une relation particulière avec tout ce qui est mien ou l'identité. Donc, en fait, il y a une possibilité que cette vue qui est la mienne existe, mais tout le monde le rejette. Enfin bon, il y aurait peut-être un argument en faveur de cela. Mais Wedgwood a proposé un argument en faveur de cela également. Il dit que c'est un biais, un égo-biais, un biais épistémique égocentrique.
Moi, j'ai utilisé le terme biais centré sur l'agent. Alors, pourquoi un biais centré sur l'agent? Ce que dit Wedgwood, il minimise le risque épistémique de la confiance primitive d'une façon non arbitraire. En fait, voilà ce qu'il dit dans son livre. Sur la normativité, mais c'est dans une discussion générale. Il dit, nous devons placer une confiance primitive dans certaines sources de croyances. On ne peut pas en fait raisonner cela. Donc c'est juste une question de confiance. Là où la confiance primitive dans une source de croyance est une sorte de confiance concernant la fiabilité de la source de la croyance qui peut être donnée mais qui n'est pas une justification épistémique antécédente. Numéro 2, que le besoin d'une rationalité épistémique que l'on il est nécessaire pour une rationalité épistémique que l'on minimise le risque épistémique qui est encouru par la confiance primitive. Et numéro 3, il est nécessaire que pour la rationalité épistémique, que cette gestion du risque soit non arbitraire, c'est-à-dire que l'on ne traite pas de façon différente les deux sources de croyances similaires. Bien, alors, pour ce biais centré sur l'agent, si l'on considère le cas simple des accords entre pairs, alors, par exemple, je crois en paix, je pense que c'est... mais bon, j'ai cette perception. Et puis, il y a l'autre vision intellectuelle selon laquelle non-paix. Alors, comment répondre? Comment dois-je répondre à cela? Quelle est la perception intellectuelle à laquelle je dois faire confiance? La mienne ou celle de mon père? Je pense que la suggestion de Wedgwood à la base est la suivante. Dans le cas d'un désaccord entre pairs qui est enraciné dans les sources conflictuelles de la croyance, différentes perceptuelles intellectuelles, on observera que W1, W2 et W3 en disant que l'on privilégie la façon dont a été amenée cette croyance, dont on a reçu ces sources de croyance. Mais est-ce que si cela est vrai, nous avons une sorte de motivation pour admettre ce biais centré sur l'agent? L'idée est simplement que l'on doit commencer par faire confiance à une source de croyance et faire croyance à ses propres perceptions intellectuelles pour commencer, plutôt que celles des autres. Que c'est une façon non arbitraire de faire un choix qui minimise les risques vis-à-vis de sa confiance. Et bon, l'étape cruciale de cette argumentation est l'hypothèse selon laquelle il faut favoriser ces perceptions intellectuelles et perceptuelles dans un désaccord entre pairs, que ce n'est non arbitraire. Pourquoi est-ce que c'est non arbitraire? Eh bien, dans des cas comme cela, je sais qu'il y a deux perceptions intellectuelles qui sont en conflit et je place ma confiance dans l'une, bien que je n'ai pas de raison de penser qu'il y ait plus de probabilité qu'elle soit juste. Alors pourquoi est-ce arbitraire? Pourquoi est-ce que ce n'est pas arbitraire? Eh bien, Wedgwood observe que, après tout, mes propres intuitions, par leur nature, veulent dire que j'ai une inclinaison à croire à la proposition correspondante, alors que pour les intuitions des autres personnes, ce n'est pas mon inclination. Donc, alors, cette observation est correcte pour deux raisons. D'abord, les perceptions intellectuelles et perceptuelles n'impliquent pas une inclinaison à croire la proposition correspondante. Et deuxièmement, mes perceptions intellectuelles et perceptuelles sont liées aux propositions auxquelles je crois et que je suis incliné à croire. Bon, mes perceptions vont peut-être être fondées sur ce que ma femme a l'habitude de penser, mais enfin, bon, non, en fait, c'est peut-être une conversion, enfin, je ne sais pas. Bref.
On peut aller loin comme ça. Alors, le problème, bien entendu, et pourquoi est-ce que cela est pertinent pour le caractère non arbitraire? C'est difficile à voir. La perception intellectuelle selon laquelle P implique une inclination à croire que P. Mais comment est-ce que cela explique que ça ne soit pas arbitraire pour moi de faire confiance à cette propre perception intellectuelle de P plutôt que celle de mon contradicteur? Bien. Eh bien, on a aussi ça, c'est un problème différent, mais lié concernant l'argumentation de Wedgwood. Si l'on considère que le but est de diminuer le risque impliqué dans ces sources de confiance primitive, eh bien, lorsque l'on décide si l'on doit faire confiance ou pas à ses perceptions intellectuelles ou celles de son opposant, on peut faire un choix de réduire le risque. Soit on prend ses propres perceptions intellectuelles ou perceptuelles parce que au cas où le désaccord avec le père semble injustifié parce qu'il est arbitraire, ou alors c'est vraiment on se retrouve pieds et poings liés selon que l'on comprend le risque en termes de probabilité objective ou subjective. Donc voilà pourquoi, parce que supposer que la réduction des risques concerne la minimisation, la probabilité objective de faire une erreur, eh bien ça semble injustifié que je fasse confiance à mes propres perceptions intellectuelles plutôt que celles des pairs. Et si c'est arbitraire de cette façon, eh bien ça n'est pas justifié au sens interne. Mais il y a une autre possibilité. On peut penser à réduire le risque en minimisant la probabilité subjective cette fois-ci, c'est-à-dire réduire le risque de faire une erreur en faisant confiance à ses propres perceptions intellectuelles et perceptuelles. Mais alors là, on est confronté à un autre problème. Par exemple, j'ai une perception intellectuelle que P et qui a en même temps un désaccord. J'ai cette perception également de non-P. Et alors, je fais confiance à ma propre perception. Et dans un sens, il y a un sens où la probabilité subjective de faire une erreur est très faible. Mais ça, c'est quand on définit une probabilité subjective de manière très étroite, par exemple, supposons que j'ai la perception intellectuelle que P et que cela m'a conduit à croire que P. Alors, croire que P fait maintenant partie de mon système de croyance. Et supposons que mon système de croyance est raisonnablement cohérent et que je n'ai pas de perception intellectuelle non P, que pas d'autres suggestions qui font que P soit non fiable. Mais ensuite, ma probabilité subjective que P soit erronée est assez faible parce que si l'on prend comme une fonction de mon système de croyance, mais mon système de croyance contient le système que P. Et donc, l'idée générale, c'est que si j'essaie de mesurer la probabilité subjective que ma perception que P est fausse, alors, bien entendu, il y aura l'idée que la probabilité subjective est relativement faible. Mais cela va être effectivement difficile. Et en fait, le sens de ma propre perception est difficile. Cela cause un problème. Avant de passer à une autre position d'un autre argument, il semble dire qu'il faudrait réduire le nombre de sources, ne pas faire trop confiance, mais qu'il y a quelques sources auxquelles il faut faire confiance. Donc,
faire confiance au minimum. Mais le point de vue plus plausible, c'est une fois qu'on minimise le risque total des sources primitives dignes de confiance, il ne prouve pas qu'on s'en sort mieux qu'en faire confiance à ses propres sources. Par exemple, quand la meilleure stratégie pour la minimisation du risque serait peut-être de mettre un degré de confiance égal dans toutes les sources. C'est donc une raison supplémentaire pour cette phase centrée sur l'agent. Mais si on peut passer maintenant à une autre argumentation, qui considère comment répondre aux informations concernant l'état mental des autres, y compris informations sur leur perception. Et Wedgwood fait remarquer que l'on devrait considérer que nous disent nos croyances propres antécédentes. Si je rencontre quelqu'un qui a un ensemble de croyances, moi, je mesure la probabilité de ces croyances. Moi, je vais l'évaluer contre mes propres croyances, bien sûr. Et dans un sens où cela paraît assez juste. Mais ce qui est important ici, que ce que fait remarquer Wedgwood est assez favorable à l'approche de la rationalité interne que je veux explorer ici. Et dans un sens, je dois être dirigé par mes propres croyances. Et c'est ce que je dois faire quand je suis confronté à d'autres qui ont d'autres croyances et je dois évaluer leurs croyances à la lumière de mes propres croyances. Que puis-je faire d'autre, d'ailleurs, que pourrait demander et exiger la rationalité interne de plus? Mais ce serait peut-être justement ceux qui, basés sur le côté biais sur l'agent, dire la rationalité interne et requiert que j'évalue la rationalité des autres et les croyances des autres à la lumière de ma propre croyance. Alors, je ne veux pas que Wedgwood vraiment s'attarde sur cet argument, mais il le rend plausible et je pense que ça vaut la peine que l'on le prenne en compte. Mais ce que j'aimerais proposer, néanmoins, c'est qu'en donnant une interprétation raisonnable de la rationalité interne, la rationalité interne ne soutient pas ce genre de biais centré sur l'agent. La rationalité interne est effectivement centrée sur l'agent, mais elle n'a pas un biais par rapport à l'agent. Et il y a une raison simple à cela. Supposons que vous et moi sommes en désaccord avec P et qu'il se trouve que ce désaccord nous amène ou dépend de nos perceptions perceptuelles en conflit. Après avoir expliqué que moi, il me semble que P, et donc je pense que P, mais à toi, il ne te paraît pas que P, donc tu ne crois pas P. Donc tu crois que non P. La rationalité interne, comme je l'ai caractérisé, ne permet pas effectivement d'estimer que P est imprécise ou conduit à l'erreur. Vos désaccords peuvent être simplement basés sur votre propre système cognitif qui a engendré une croyance fausse. Et même si j'ai une autorisation à dépendre de mon propre appareil de perception, il peut y avoir une conception qui amène à en fait le dépasser. Donc, on ne peut pas en faire une généralité de compter sur mes propres perceptions. Voilà. Alors, on va passer au principe de l'indépendance qui a été mis en avant par David. Ce principe nous dit que quand on évalue les valeurs épistémiques de la croyance d'une autre personne concernant P pour déterminer si on devrait modifier sa propre perception de P, on devrait le faire de manière indépendante du raisonnement qui était à la base de sa propre croyance initiale au sujet de P. Et ce que j'aimerais aborder maintenant, c'est quelques réflexions sur deux problématiques, une concernant la motivation du principe d'indépendance et puis quelques cas
où je crois que ça engendre des cas intuitivement plausibles. Et il y aurait beaucoup de choses à dire à ce sujet, mais voici ce que j'ai à dire. Alors, considérons d'abord ce qui motive ce principe. Et David écrit la motivation derrière le principe est évidente. Elle vise à empêcher le déni d'une évidence qui est fournie par le désaccord autorité. Il semble vouloir capturer ce que P croit. Un tel est en désaccord avec concernant P, mais puisque P est vrai, même alors donc elle est dans l'erreur au sujet de P, et donc même si elle est généralement quelqu'un de fiable, je n'ai pas besoin de prendre son désaccord au sujet de P comme étant une raison de changer ma propre croyance. Et Christensen connu qu'en utilisant cela comme une tactique générale, cela ne nous permettait pas à simplement laisser de côté le désaccord d'un grand nombre de ceux qui sont des experts dans le domaine. Et le rejet du conciliationnisme dans ce genre de démarche permet de conduire à des opinions qui, dans bien des cas, relèvent d'une apparente parité de valeurs épistémiques. Et je suppose qu'il y a deux pensées générales ici. C'est au sujet de ce principe de l'indépendance. Je ne sais pas s'ils sont indépendants l'un de l'autre, mais le principe de l'indépendance semble expliquer pourquoi un schéma de raisonnement apparemment en cercle vicieux est effectivement fondé. L'autre, c'est que le principe d'indépendance vient en appui d'un jugement intuitivement attrayant dans bien des cas, même dans les cas de désaccord avec les pairs et même avec les supérieurs épistémiques. Mais j'aimerais faire remarquer aussi deux problèmes avec le principe de l'indépendance. L'un, c'est quelque chose d'intuitif, qui relève de l'intuitif, et l'autre sur la motivation du principe. C'est que le désaccord avec des inférieurs, supposons, on devrait noter que le principe d'indépendance est un principe général sur le désaccord et ne se limite pas au désaccord entre pairs épistémiques. Du moins, c'est comme ça que je comprends le principe. Et donc, quand je suis confronté à un désaccord, on devrait toujours avoir recours à une information qui est indépendante du sujet en dispute, quelle que soit la situation. Mais cela semble être contre-intuitif et donc dans ce sens, moi je peux être un expert dans un domaine et je crois que P. Et maintenant je rencontre quelqu'un qui, je présume, est connaisseur du domaine, mais certainement pas un expert. Et il se trouve que la personne rejette P. Alors que se faire? Alors, dans certains cas, j'utilise ma croyance que P et mes nouvelles connaissances que l'autre ne croit pas P, que cela va confirmer mon attente que ce n'est pas un expert dans le domaine. Alors, bien entendu, je peux aussi utiliser des croyances qui sont indiscutables pour appuyer la nouvelle évaluation de mon opposant. Mais le fait est que, du moins, ça c'est mon intuition épistémique. Et il semble que je sois épistémiquement autorisé à évaluer l'opinion expert au sujet de P pour évaluer les références épistémiques de mon opposant. Et cependant, cela semble violer le principe d'indépendance. Je suis sûr qu'il y a des choses à dire là-dessus. Mais voilà ce qui me semble être important. Alors, il me semble que ce problème n'est pas simplement limité au désaccord avec des inférieurs épistémiques. Si on considère un simple désaccord concernant 2 plus 2 égale 4, je crois que 2 plus 2 fait 4. Et je crois naturellement que la plupart de mes amis sont au même niveau que moi par rapport à ce genre de calcul simple. Et puis, à ma grande surprise, vraiment, j'ai du mal à le croire, il semble que vous dites que 2 et 2 fait 5. Et je me suis dit, mais comment c'est possible que vous puissiez croire cela? Et comme David Christensen l'explique, je peux décider de ce que je vais croire face à ce genre de désaccord sans faire appel à la proposition
en dispute, je peux lui dire, l'un d'entre nous a dû faire une erreur très rare, ou peut-être mon ami n'est pas sincère, mais je me connais et je ne suis pas ivre, je ne suis pas outre mesure fatigué, je n'ai pas de maladie mentale et je sais que je suis tout à fait sincère dans ma croyance que 2 et 2 égale 4. Alors, je ne sais pas tout cela au sujet de mon ami, ou du moins, je ne suis pas aussi confiant dans ce que je ne connais de lui. Et prenant cela en compte, je vais penser qu'il est plus vraisemblable que lui a eu un rare incident. Et donc, il y a une manière indépendante de la dispute elle-même qui me permet de continuer avec ma croyance et laisser de côté les références épistémiques de mon opposant. Mais je ne suis pas d'accord que nous devons laisser de côté les croyances qui ne sont pas assujetties à dispute. Dans ce cas, je peux utiliser ma croyance que 2 plus 2 fait 4 pour inférer cela, mais généralement, dans ce genre de questions, je peux estimer que mon ami a commis une erreur très, très rare et très, très bizarre. Alors, ce que je suggère, bien entendu, c'est ce qui suit. Généralement, si vous croyez que 2 plus 2 égale 4, alors vous ne devriez pas permettre un désaccord à ce sujet, vous permettre de suspecter que vous avez fait une erreur, fût-elle très rare. En fait, il ne s'agit pas de laisser démanteler votre conviction générale. Bien entendu, c'est très différent si vous avez un ensemble très compliqué de croyances, par exemple, le cas de Reston, où l'on calcule la facture, par exemple, de restaurant dans sa tête, etc. Là, il peut y avoir, mais pas dans ce genre de calcul. Et je crois que dans ce genre de situation, on est autorisé à utiliser les informations qui sont indiscutables. Mais si, pour une raison, ça devait être vraiment une question ouverte, savoir s'il n'y a pas eu une sorte d'illusion quand vous avez cru fermement que 2 et 2 fait 4. Bien entendu, vous ne pouvez pas vous appuyer là-dessus. Et il faut s'en référer à d'autres cas. Et ce que je dis dans ce genre de situation, alors, l'évidence, les preuves des faits ne pèsent pas suffisamment lourd pour, en fait, compenser votre autorisation générale à vous appuyer sur ce genre de coin. En fait, il y a une possibilité logique ici, mais en fait, ce n'est pas une possibilité qu'un épistémicien va prendre au sérieux. Alors, voilà une question que pose le problème d'indépendance. Une autre question, c'est les cas où nous imaginons qu'il n'y a pas d'informations indiscutables et tout simplement pas là. Ou des cas où nous imaginons que les distribués d'une manière totalement symétrique. Par exemple, que je sais que je ne suis pas fatigué, je ne suis pas ivre, mais que pour une raison, je sais aussi la même chose concernant mon opposant. Je le sais. Et donc, on suppose qu'on le sait. Et on se dit, que faire dans ce genre de situation? Eh bien, il me semble de pouvoir dire 2 et 2 fait 4, donc c'est toi qui as dû commettre une erreur. Mais dans les cas réels, en fait, nous n'avons pas cette distribution symétrique de l'information, mais nous pouvons imaginer des cas hypothétiques où cette distribution symétrique est possible. Et en fait, nous voulons ce principe qui donne aussi cet appui aux cas qui sont hypothétiques plausibles. En fait, cela dépend des intuitions aussi. Et donc, on pourrait avoir des intuitions de premier ordre sur ce qu'il convient de faire ou pas. Alors, on va passer maintenant à la deuxième problématique. Si on considère la remarque de Christensen concernant la motivation du principe d'indépendance, qui est prévu pour et qu'il existe pour éviter que l'on rejette sans autre cause l'évidence qui est apportée par le désaccord. Et en fait, dans un échange d'argumentation avec d'autres, je dirais qu'on discute de ces normes, mais ce n'est pas que ce n'est pas important, mais ce n'est pas vraiment le problème en cause ici. Et donc, si je dis que P et que mon interlocuteur affirme que non P, alors pour moi, ce serait simplement trop facile simplement de laisser de côté mon interlocuteur en réaffirmant que P, plutôt que et d'en faire que non P. Et en fait,
cela semblerait être en fait une sorte de démarche d'évidence de ma part. Mais ce faisant, je violerais les normes normales d'un échange de raisonnement dialectique. Et donc, il apparaît que les normes dialectiques exigent une certaine discussion de l'indépendance. Et donc, si l'on raisonne sur P et que moi je dis que P et vous dites non P, moi je ne peux pas simplement raisonner P. Il faut que je puisse me référer à d'autres croyances, d'autres prémices. Et Christensen est très clair à ce sujet parce qu'il dit que le principe d'indépendance est motivé par le désir de ne pas simplement laisser de côté les preuves fournies par le désaccord avec les autres. Il ne s'agit pas de convaincre les autres de manière équitable ou juste, mais c'est en fait l'evidence, les preuves. Et c'est pour ça qu'il dit que, effectivement, moi je pourrais avoir cette evidence, et il dit que en fait, quand on traite ces questions de cette manière qui balaye un peu l'évidence qui vient d'autres, en fait, ce qui compte, c'est un traitement correct de l'évidence qui nous parvient, et pas tellement les raisons pour lesquelles on est en désaccord avec un autre. Et bien entendu, il est facile de se tromper sur la plausibilité intuitive d'une norme dialectique qui est exigée par l'indépendance. Mais à mon sens, quand nous gardons ces deux problématiques clairement distinctes, il me semble moins clair quelle est la justification du principe en fait d'indépendance. Peut-être que la motivation est un principe général qui prendrait la forme suivante. Et donc, un principe comme ceci, ne négligez jamais des évidences de ce genre. Il est toujours, il faut dire que le non-P nous conduit en erreur. Et ça, c'est toujours faux. Et je crois que Chris a parlé de cela quand on a parlé de problèmes de ce genre, avec des connaissances de ce genre. Je sais que P, donc toute évidence qui suggère que non-P doit être dans l'erreur. Mais comment on le sait? Parce que je sais que P. Il y a là un problème parce que, bien sûr, on ne peut pas le faire tout le temps. Pardon, je suis en train de m'embrouiller là-dedans. Mais le problème, c'est que ce principe est trop fort, me semble-t-il. Parfois, nous avons le droit ou nous sommes obligés à ne pas accorder de crédit à la fiabilité aux sources d'information, simplement sur la base que la source d'information nous dit ce que nous croyons être faux. Et de même, je propose qu'il y a parfois, nous sommes autorisés épistématiquement à laisser de côté l'évidence apportée par l'information reçue à travers le désaccord, de manière qui puisse nous amener à se référer à des informations indiscutables. Et en fait, tout cela suit bien entendu les principes de rationalité interne auxquels je faisais allusion au début. Mais ce que je voudrais proposer, c'est que nous devrions avoir une sorte de principe restreint d'indépendance dans le cas d'un désaccord connu entre P et S et l'un ou l'autre agent. Si la condition C obtient que S prend épistématiquement au sérieux la possibilité que ce croyance au sujet de P est dans l'erreur et que donc une partie de son raisonnement conduit à une réflexion qui est dans l'erreur. Et puis S exige épistématiquement de prendre au sérieux la possibilité que sa croyance concernant P est fausse. Alors c'est son raisonnement qui conduit à cela, conduit à évaluer la croyance qu'elle est en désaccord avec P. Et bien sûr, cela est le même que le principe d'indépendance, simplement c'est limité à une certaine classe d'informations, que les informations entrantes pèsent suffisamment lourd pour rendre cela effectivement acceptable. Alors, bien entendu, ce que je propose, c'est que ce genre de principe d'indépendance restreint devait être compris comme étant la toile de fond des principes généraux de la rationalité interne. Alors, si c'est juste, alors, dans le cas de désaccord avec des pairs ou autres, il y a une question fondamentale
concernant la condition C. Alors, par exemple, quand est-ce des preuves putatives fournies par le fait que l'on puisse être en désaccord doivent être prises au sérieux concernant la possibilité d'être dans l'erreur? Parce que la réponse à ces questions, c'est de savoir si l'on est autorisé à utiliser une proposition qui est discutée au sujet pour découvrir ce qu'il faut dire ou non. Bien entendu, il faudrait dire quelque chose concernant la condition C. Mais malheureusement, je n'ai pas grand-chose à dire à ce sujet. Il me semble que peut-être il pourrait y avoir un principe assez compliqué de rationalité interne qui détermine quand les preuves surprenantes devraient nous alerter à des possibilités d'erreurs inattendues. Ce n'est pas le cas que toute evidence entrante ne puisse pas, doivent obligatoirement vous amener à ce genre de conclusion. Mais aussi, je crois et je suggère que le contenu de ma condition C émergera comme implication de ce principe épistémologique qui détermine quelles sont les possibilités d'erreur doivent être prises sérieusement dans la rationalité interne. Mais puisque ce principe n'est pas affirmé en tant que tel et probablement n'est pas facilement énonciable, alors notre théorisation au sujet de cette partie de l'épistémologie du désaccord sera nécessairement vague. Et je crois que aussi c'est le cas dans la théorie morale. Notre théorisation concernant l'épistémologie du désaccord devrait en fait envisager des jugements considérés concernant des cas individuels, c'est-à-dire des jugements sous-pesés concernant des cas où l'on doit sérieusement prendre en compte la possibilité d'erreur et ceux où on peut être autorisé à l'ignorer. Et nous allons probablement être en désaccord là-dessus, et donc les théoriciens de la théorie épistémologique n'auront pas forcément les mêmes intuitions concernant ces cas, mais tout cela va compliquer tout le débat. Mais nous connaissons ce genre de désaccord dans la théorisation. Simplement, nous avons davantage de théories. Ceux qui sont appelés à créer davantage de théories n'ont pas forcément les mêmes intuitions. Quoi qu'il en soit, comme je l'ai dit, je n'ai pas grand-chose à dire concernant la condition C, mais j'imagine que si cette condition est remplie ou non dans un cas particulier va dépendre de divers facteurs et essentiellement parmi eux, bien sûr, le degré de confiance antécédente dans la fiabilité des processus formant la croyance. Par exemple, si vous avez un degré très élevé antécédente. Je vais pas m'attarder, on va lificoter là-dedans. Mais une des choses que je dis, c'est que dans la structure, c'est la structure du désaccord qui compte. C'est pas très nouveau, mais je voudrais discuter deux types de cas. Le cas de ce qu'on pourrait appeler les désaccords locaux et les désaccords généraux. Et ce que j'aimerais dire, c'est que ces deux formes de désaccords sont assez différents, parce qu'ils ont en fait une architecture cognitive interne différente. Si on considère ce que j'appelle les désaccords locaux, ça c'est où mon système cognitif me donne une perception que P, et maintenant j'en viens à croire P. Maintenant j'apprends que mon ami, qui est tout à fait comme moi, semble avoir une perception que non P, tout en étant face à la même évidence. C'est pourquoi il croit que non P. Alors, je sais que la seule chose qui nous sépare, c'est la perception intellectuelle que P et non P. Et moi, je disais, et mon ami ne l'est pas, et beaucoup de cas discutés dans la littérature soulèvent ce genre de structure. La mathématique mentale, le calcul mental, le cas du restaurant. Kelly discute d'une course de chevaux où il me semble qu'un cheval a gagné, et puis à quelqu'un d'autre, il pense que c'est un autre cheval. Et donc, nous avons des perceptions différentes. Jennifer Lackey discute d'un cas où quelqu'un voit
voit en fait le doyen dans la cour de l'université et l'autre ne le voit pas. Mais en fait, il y a un seul processus simple constitué qui est initié par deux agents différents et cela conduit à des perceptions intellectuelles différentes et qui les amène à élaborer des croyances conflictuelles. Et aussi, les processus internes des processus cognitifs pour tous les agents, il n'y a aucun moyen par lequel ils puissent assurer que le processus cognitif pertinent fonctionne mal chez eux. En fait, ils ont simplement leur confiance dans le pré-désaccord de la fiabilité du processus. Et cependant, les agents doivent savoir que les processus auxquels ils font confiance, parfois, peuvent ne pas fonctionner. Voilà un cas. Et puis, j'ai déjà parlé de ce que je pense de ce genre de cas. Je pense qu'on devrait réagir à ce genre de cas en disant, bien, bon, j'ai peut-être fait une erreur, bon, alors on va réduire la confiance. Mais il y a des cas particuliers où ce n'est pas possible. Et je dirais que nous devrions aussi souvent réduire la confiance dans nos croyances dans ce genre de cas, même quand nous avons un désaccord avec nos inférieurs épistémiques connus. Par exemple, que moi j'ai 90% de chance de ne pas me tromper par rapport à tel ou tel fait. Et puis je rencontre quelqu'un qui a 60% des chances de fait. Je le sais. Mais n'empêche que je peux penser que j'ai pu me tromper et inversement. Et donc je crois que tout ce qui est dit concernant les pairs ici est très intéressant, parce que cela met de la lumière sur le genre de cause que Richard Feldman a posé et pour lequel on peut avoir un désaccord raisonnable. Mais ensuite, il y a la question de comment devrais-je réagir. Et sur ce plan-là, c'est une erreur de simplement de balayer le père d'un revers de main. Nous pouvons avoir des désaccords et de toute façon, nous serions amenés à réagir de la même façon à son accord. En tous les cas, des accords locaux ne sont pas les plus communs, loin de là. La plupart des accords que nous avons semblent dépendre d'une gamme étendue de croyances en conflit les uns avec les autres, y compris les différences entre les sources intellectuelles auxquelles on peut faire confiance, sur comment valoriser la force de ces arguments. Et j'aimerais appeler cela des désaccords généraux qui sont ou globaux, qui en fait entraînent plusieurs croyances très larges et donc ne sont pas simplement en rapport avec un mécanisme cognitif simple qui conduit à un verdict. En fait, bien entendu, ces désaccords globaux, en fait, sont pratiquement beaucoup plus importants que les désaccords locaux. Comme vous le savez, il y a certains cas dans la littérature, Annabeth, le désaccord de Bergman, etc. Bien entendu, la différence entre un désaccord local et un désaccord global est de bien des manières une question de degré. Donc, ce n'est pas tellement deux sortes de désaccords différents, mais plutôt une gamme de extrêmes. Néanmoins, je pense qu'on peut essayer de dire comment réagir aux désaccords globaux. Et j'aimerais proposer qu'il y a deux formes très différentes de désaccords globaux et j'aimerais proposer que leur signification épistémique est assez différente l'une de l'autre. Donc, considérons d'abord ce que j'appelle un désaccord global indépendant qui dépend du jugement. C'est un cas de désaccord où nous imaginons que tous les arguments et toute l'evidence, toutes les preuves pour une partie de proposition sont sur la table. Pro et con, pour et contre sont d'accord concernant les considérations, ils sont d'accord concernant le réservoir de preuves et donc ce n'est pas une question de proposition que pro accepte et que con pour et contre refusent, mais simplement ils ont deux jugements généraux différents concernant la force du cas. Et donc la différence entre Bertrand Russell et Goose, par exemple, pourrait être décrite comme ça. En tout cas, ça a été présenté comme ça.
Ce n'est peut-être pas aussi simple que ça, mais en tous les cas, je crois qu'il y a ce genre de désaccord. Toutes ces questions, tous ces arguments pour et contre, et il nous faut faire une évaluation générale pour se-poser la question. Et moi, j'estime que moi, j'en viens à la conclusion que P, et vous croyez que non P. Et je dirais que dans ce genre de cas, nous devrions avoir une manière de considérer que quelqu'un ait un verdict global différent du vôtre. Et à moins de penser que cet individu est plutôt incompétent concernant ce jugement, peut-être vous savez que cette personne est très baisée ou très tête en l'air, ou à moins que vous pensiez que vous êtes particulièrement bon. Et donc, quand vous apprenez que quelqu'un d'autre s'est formé une idée sur le cas en dispute et est en désaccord avec vous et que vous pensez que c'est en fait un désaccord qui dépend du jugement, alors vous devriez réduire votre confiance, du moins je pense. Et je pense que c'est un exemple. Nous avons aussi une permissibilité par défaut de faire confiance à notre compréhension, mais nous ne devrions pas considérer cette capacité comme étant très fiable, parce qu'en fait, ce n'est pas très fiable. Et donc, notre permissibilité par défaut peut être facilement renversée. Le fait que quelqu'un a pensé au même corpus d'évidence et parvenu à une autre conclusion devrait nous amener à réfléchir si l'on pense que le désaccord dépend effectivement d'un jugement général. Mais je crois qu'il y a aussi une autre forme de désaccord global qui est assez différente de celui-ci. C'est ce que j'appellerais le désaccord global dépendant qui dépend en fait de celui qui défait l'argument. Pro est conscient et comprend la nature de l'ensemble des raisons qui l'amènent à croire que P. Mais Pro comprend les propositions évidentielles et les hypothèses de contexte qui lui montrent que ces propositions appuient P. Pro est également tout à fait ou pour et tout à fait consciente que contre rejette P et dit que P que non P. Donc contre ne procède pas ainsi parce qu'elle n'accepte pas les mêmes propositions évidentielles ou parce que après réflexion elle nie les liens évidentiels entre les propositions et P. Mais contre a ses raisons de nier certaines des propositions évidentielles ou des hypothèses contextuelles, bien entendu. Mais contre, pardon, soulève un certain nombre d'idées qui vont à l'encontre de la proposition de pour. Maintenant, pour, c'est ça, et comprend tout ce que lui oppose, la position de Comte, mais Pro, c'est ce qui, de son propre point de vue, constitue des choses qui mettent en échec les choses que contre lui oppose en tant qu'échec. Donc, du point de vue de pour, contre a soulevé des objections qui mettent en échec, qui ne sont pas mises en échec. Donc, en fait, c'est symétrique. Alors, peut-être, c'est le type dans un type de cas, une discussion entre ces deux femmes, eh bien, voilà la structure. Alors, que faire dans ce cas-là? Dans ces cas-là, est-ce que pour doit prendre qu'il y a une erreur épistémique sérieuse? Parce que du point de vue de Pro, il y a un certain nombre de possibilités que contre ait raison, parce que contre lui a donné un certain nombre de raisons, mais pour les a toutes éliminées.
parce que de son point de vue, cela ne va pas. Parce que c'est cela qui est impliqué dans la position de pour. Et naturellement, du point de vue de contre, c'est pareil. Donc, la situation est la suivante. Les raisons et les argumentations avancées par les deux parties ne peuvent pas être prises sérieusement. Aucune des deux parties n'est arrivée à avoir des contre-arguments ou à mettre en échec l'argumentation de l'autre. Donc, en fait, vu ainsi, de la perspective de S1, il n'y a pas de metteur en échec mis en échec, en quelque sorte. Et donc, Pau ne devrait pas réduire son niveau de confiance en elle-même, dans ses opinions. Elle a le droit d'utiliser certaines parties de cette vision pour évaluer la vision de contre. Et donc, comme avec contre, elle ne commet pas d'erreur de rationalité interne. Bon, en fait, tous les désaccords vont être une sorte de mélange de toutes ces situations. Il y aura des désaccords locaux, des désaccords globaux. Il y aura un aspect de dépendance à l'égard du jugement, dépendance à l'égard de l'argumentation. Mais je crois que c'est assez intéressant, si c'est correct, de voir ces deux types de réactions très différentes à ces deux stéréotypes de désaccords différents. Et voilà qui termine mon exposé. Merci.